Coucou, alors déjà un premier truc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aller à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Je ne les prendrai pas tout de suite, mais je les prendrai à la fin de la séance. Désolé pour ceux qui n'ont pas Bouygues, je suis sur Bouygues et c'est un peu casse-pied, mais on va faire avec. Ok, alors. Voilà, déjà, on va commencer. Bon, alors, moi aussi, je suis un peu parti sur les Pokémon. On ne s'est pas du tout concerté, mais c'est un sujet qui unit apparemment. Alors, le premier truc qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que l'émulation exactement? Une définition simple qu'on peut faire, c'est que l'émulation, en informatique, c'est l'ensemble de procédés par lesquels on va amener une machine à obtenir les mêmes résultats qu'une autre, étant donné une même entrée. C'est une définition simple, mais ça nous suffira pour le moment. En émulateur, vous en connaissez peut-être parmi la liste qui s'affiche. EPSX, PCSX, VBA, Nocache GBA, Dolphin, QEMU sont tous des émulateurs qui sont plus ou moins connus, qui permettent de faire tourner toute une pléthore de plateformes différentes. Et voilà. Le système qu'on va voir aujourd'hui va être la Game Boy. Alors pourquoi la Game Boy? Pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un point qui est assez intéressant, c'est que la Game Boy a été produite de 1989 à 2003. Ça fait quand même une sacrée période pour une petite console qui n'avait pas forcément, enfin qui était l'une des premières dans sa catégorie. Une autre raison pour laquelle on va la choisir, en plus du nombre de jeux qui sont déjà présents dessus, c'est qu'au niveau hardware, elle présente des caractéristiques qui sont favorables à l'implémentation d'un émulateur en JavaScript, notamment un assez petit nombre d'instructions différentes, il n'y en a que 245, une quantité de mémoire pour la faire tourner relativement petite, vu qu'il n'y a eu que 8K de RAM, 8K de ROM et 8K de vidéo RAM. Donc tout ça, ça nous donne un terreau favorable pour faire un émulateur. Si on avait voulu faire un émulateur de PlayStation, par exemple, en JavaScript, on aurait totalement pu. Le problème, c'est qu'il y a d'autres problématiques qui se rajoutent. Par exemple, si vous voulez faire un émulateur en PlayStation, il faut que vous trouviez le moyen de charger des fichiers de 650 mégas pour faire tourner vos jeux. Ce n'est pas forcément très pratique. Donc, un émulateur, c'est composé de 3 parties principales et un ensemble de sous-parties. Les 3 parties principales dont on va parler là vont être le CPU, la MMU et le GPU. Je reviendrai en détail sur ces composants. Et ensuite, un ensemble de sous-systèmes qui permettent de gérer les cycles de l'architecture, de l'ordinateur, de le faire tourner simplement. Un composant pour gérer les input-output, simplement pour que quelqu'un puisse taper sur les petits boutons et que ça fasse quelque chose. Et le système de son, pour qu'il y ait du son à l'écran, qui s'entende. Le premier composant important dans un émulateur et dans une architecture, c'est le CPU. Le CPU, son taf, étant donné un état, une action et une action, il va nous retourner un autre état. Redux n'a rien inventé à ce niveau-là. Donc par exemple, dans un émulateur, si vous avez le chiffre 0,80, en fait, ça signifie que, émulateur, s'il te plaît, prends la valeur A, prends la valeur B, additionne-les et stocke-le dans A. Évidemment, l'émulateur va faire tout un plein d'opérations supplémentaires, parce que c'est jamais aussi simple que A égale A plus B. Il y a toujours des flags internes qui sont modifiés par telle ou telle opération, mais le principe, c'est ça. Chaque entier correspond à une petite opération. Et donc, le but du CPU, c'est d'implémenter toutes ces opérations pour qu'une fois qu'elles soient... Voilà, c'est bien Internet, c'est pratique. J'espère que ça a marché. Implémenter toutes ces opérations pour qu'une fois que le CPU lit le jeu qu'on est en train de lancer, il puisse tout exécuter à la suite. Et voilà. L'implémentation d'un CPU, en JavaScript, il y a plusieurs façons de faire. Il y a 2 façons principales, et il y en a une qui est un peu tordue. La première façon de faire, c'est un énorme switch case. Pour chacun des cases, on va on va mettre un entier, et le code du case, ce sera l'instruction à exécuter quand on va tomber dans ce cas-là. Le problème, c'est que notamment sur certains navigateurs, notamment Chrome,
les switch cases sont désoptimisés à partir d'un trop grand nombre d'éléments. Donc il me semble que c'est 80, mais je dis peut-être... Enfin, en tout cas, à partir d'un certain nombre de cases, la fonction entière est désoptimisée. Et vu que vous allez passer beaucoup de temps dans votre CPU, vu que c'est le CPU qui exécute toutes les instructions du jeu, c'est plutôt la chose à éviter. Une autre option, c'est un tableau de fonctions. Donc vous avez un objet, les clés sont les entiers, les valeurs sont des fonctions qui sont exécutées lorsque vous tombez sur l'entier en question. Le problème, c'est que du coup, faire ça, ça implique deux choses. La première, c'est que potentiellement, vous allez tomber encore une fois sur du code désoptimisé. Le navigateur va penser que votre objet est une hash map. Et du coup, quand vous allez essayer de taper dans des entiers, il va prendre plus de temps qu'il devrait le faire. Et le deuxième problème, c'est que ça implique que vous fassiez des appels de fonctions. À chaque instruction, un appel de fonction. Le souci, c'est que faire ça dans un navigateur, on ne s'en aperçoit pas quand on fait des sites internet, mais en réalité, c'est assez coûteux de faire un appel de fonction en JavaScript par rapport à d'autres langages. Et la troisième option, qui est un petit peu plus tordue, donc, c'est le code autogénéré. C'est cette option-là que j'ai choisie sur mon émulateur de Game Boy. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, ça ressemble à un template comme ceux que vous pourriez faire sur un site internet, sauf qu'au lieu de générer de l'HTML, vous générez du JavaScript. Et une fois que vous avez généré toutes les instructions que vous voulez, vous pouvez utiliser eval ou newFunction et générer à la volée une fonction JavaScript qui fait ce que vous voulez en fonction des paramètres que vous lui avez passés. C'est une option qui vous permet notamment des tricks un petit peu plus complexes. Par exemple, vous pouvez imaginer compiler tout un segment de mémoire en une seule fois, et donc générer une seule fonction pour tout un segment de la mémoire. Voilà pour le CPU. Le MMU, c'est le composant le plus simple, le plus bateau d'un émulateur et d'une architecture. Grosso modo, la MMU, Memory Management Unit, elle va simplement prendre les adresses que lui demande le CPU et les router vers les différents composants hardware ou software dans le cas d'un émulateur. Donc quand vous le dites à la MMU, OK, tu peux me donner ce qu'il y a à l'adresse OX8000, en réalité, ça n'a pas de réalité, l'adresse OX8000. La MMU, ce qu'elle va voir, c'est que, OK, OX8000, je regarde dans mes registres, OK, donc ça veut dire que je dois l'envoyer vers le système d'input-output. Et donc, elle va interroger le hardware pour lui demander de lui envoyer les informations correspondant à l'adresse en question. Grosso modo, c'est un peu l'équivalent des getter-setter en JavaScript. Quand vous accédez à une propriété, il se passe quelque chose, ça appelle une fonction. C'est exactement pareil, la MMU, elle appelle les fonctions qu'il y a derrière en fonction de la clé que vous lui passez. Pour implémenter une MMU, là encore, vous pouvez tomber sur la table de fonctions, mais là encore, c'est trop lent vraiment pour être considéré. En fait, le problème, c'est que déjà, le CPU, vous l'appelez plusieurs fois, de très nombreuses fois par seconde, mais en plus, la MMU, vous y faites appel encore plus de fois dans chaque instruction. La MMU, il y a une instruction du CPU, par exemple, peut faire appel à plusieurs endroits de la mémoire. Et donc, du coup, ça veut dire que vous devez passer plusieurs fois par la MMU. Si jamais vous utilisez une table de fonctions, encore une fois, vous devez faire d'autant plus d'appels de fonctions, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les appels de fonctions en JavaScript sont coûteux. Si on peut les éviter dans un contexte où on a du code qui doit s'exécuter un très grand nombre de fois, c'est tout bénef. La deuxième option, c'est de faire plein de if pour pouvoir gérer les ranges. Et ensuite, en fonction du cas dans lequel on tombe, on va pouvoir implémenter une logique particulière. Par exemple, sur le code qui suit, vous pouvez voir qu'il y a tout un range qui va, je réussis, là par exemple, ça va de D0 à E0, ça tape dans tel tableau. Si ça va de E0 à F0, ça tape dans tel autre tableau, et ainsi de suite. La MMU, c'est juste ça, c'est un gros if avec plein de branches dans lesquelles vous testez dans quel cas vous êtes et vous le routez. En fait, c'est un routeur. Simple. Et maintenant, le composant le plus compliqué à émuler, à mon sens, c'est le GPU. La Game Boy a un GPU qui n'est pas particulièrement complexe, mais qui fait appel à un certain nombre de règles particulières qui sont, elles, par contre, relativement casse-pieds à implémenter. En gros, à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment se permettre de dire « Ok, alors là, on va avoir un segment de la mémoire dans lequel chaque pixel, ça va être 3 entiers qui vont aller de 0 à 255, et puis basta. »
ils n'avaient juste pas assez de place dans la mémoire pour pouvoir le faire. Donc à la place, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un système dans lequel les développeurs de jeux pouvaient spécifier des tiles, c'est-à-dire des carrés de 8 par 8, et ensuite, à un autre endroit de la mémoire, ils disaient « Ok, alors là, je veux utiliser tel carré, tel carré, tel carré, je vais réutiliser le premier carré, etc. » Et ensuite, le GPU avait à charge d'afficher ligne par ligne, il y en avait 160, il me semble, d'afficher chacune des 160 lignes en regardant quels étaient les carrés qui étaient utilisés sur telle ligne, de camp à camp, etc. La raison pour laquelle c'est particulièrement complexe, c'est qu'un GPU donc, est une machine à état. Celui-là, ça aurait pu être après. Voilà. Un GPU est une machine à état. Elle passe par 4 états différentes qui dépendent toutes de la clock de la machine, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle elle tourne. Si vous n'êtes pas capable d'émuler correctement au cycle près la vitesse de la machine, vous aurez des mauvais résultats. Il y a certains jeux qui dépendent du fait qu'au bout de tel nombre de cycles, il va se passer quelque chose. Et si c'est mal fait, ça ne marche pas. En plus de ça, il y a des bugs qui doivent être reproduits. Donc là où on pourrait penser qu'un hardware, c'est le truc qui ne va jamais rater, hein, en fait, si. Il y a à plusieurs endroits dans l'architecture de la Game Boy, que ce soit dans le GPU, dans le CPU ou dans la MMU, des endroits où il y a des petits bugs. Et on est obligé de les reproduire si on veut que certains jeux marchent. Par exemple, et en fait c'est ça qui est le plus compliqué. Faire un émulateur totalement générique qui marche en théorie, ça se fait. Mais à partir du moment où vous lancez votre premier jeu et que vous apercevez « mais ça ne marche pas, pourtant j'ai fait tout ce que je devais faire », et que vous apercevez qu'en fait, il y a une banque mémoire qui n'est juste pas accessible. Elle devrait l'être, mais en fait non, parce qu'ils se sont plantés en faisant les circuits. Ça devient compliqué à gérer. Pour revenir au GPU, ce que vous pouvez voir là, c'était dans Pokémon, c'est une scène que vous pouvez réellement avoir, et c'est un endroit où la mémoire est corrompue. Et vous pouvez voir très facilement qu'il y a différentes tiles qui sont utilisées. Donc, par exemple, vous avez du 8, des chiffres qui se baladent sur l'écran. Et en fait, c'est parce que vu que la mémoire vidéo a été corrompue, les données qui s'affichent pointent vers des mauvaises tiles qui n'auraient pas dû être utilisées à la base, ce qui fait que l'affichage est complètement glitché. Voilà. Donc ça, c'est un code de GPU. Grosso modo, vous itérez chaque ligne, ligne par ligne, vous récupérez l'adresse de la ligne, vous récupérez chacune des tiles qui sont censées être affichées, vous les affichez. C'est pas un code qui est très constructif, mais voilà. Au fur et à mesure que j'ai construit l'émulateur, il y a un truc que j'aime pas, c'est devoir faire plusieurs fois la même chose. Ou alors, il faut que ça ait un sens. Et notamment, quand on fait un émulateur, l'un des premiers trucs auxquels on est confronté, c'est comment j'affiche ce qu'il y a à l'écran. Et en soi, il n'y a pas tellement de raisons pour laquelle un émulateur implémenterait le code de rendering. Ça n'a pas tellement de sens. L'émulateur, c'est juste une boîte noire qui fait tourner un système. Donc pour ça, j'ai développé plusieurs bibliothèques. La première étant Vir.js. Alors Vir.js, qu'est-ce que c'est? Vir.js, c'est un ensemble d'interfaces qui définissent, qui exposent un certain nombre de fonctions. Ces fonctions peuvent être utilisées par n'importe quel émulateur et implémentent des comportements différents en fonction du device qu'on utilise. Donc, par exemple, à l'écran, j'ai mis WebGL-Screen. C'est une classe qui, lorsqu'elle est instanciée, permet d'afficher quelque chose sur un canvas via WebGL. L'idée, c'est que ces devices puissent être changés facilement d'un environnement à l'autre. Donc, par exemple, grâce à ce système de device, un émulateur codé en JavaScript pour les navigateurs tourne aussi bien sur Node, sans qu'il y ait absolument aucune modification à faire. Tant que ce set standard de device est utilisé, il n'y a aucun souci. Il y a ça donc pour les écrans, mais il y a aussi ça pour les entrées clavier, le son, etc. Tout est abstrait en fait, pour ensuite que l'implémentation même des devices soit laissée à Vir.js. Et que donc les personnes qui font des émulateurs puissent se concentrer sur le taf de faire l'émulateur, c'est-à-dire la machine, le CPU, le GPU, etc.
Donc là, je suis un peu embêté. Il y a le mot de passe, mais je ne peux pas, je sais. Voilà. Donc le premier projet, c'était Vir.js. Le deuxième projet, c'était Pproj.js, Audio.js. Ces deux bibliothèques sont des bibliothèques qui implémentent des devices supplémentaires pour Vir.js qui sont un petit peu plus cool que ceux par défaut. Ceux par défaut, c'est la base. Donc par exemple, afficher quelque chose sur un canvas. Pproj.js permet en plus d'appliquer du post-processing sur la sortie. Donc sans que vous ayez implémenté quoi que ce soit dans votre émulateur, si vous supportez le set standard de Vir.js, vous pouvez plugger sans problème du post-processing sur toutes vos sorties d'émulateur, ce qui est plutôt sympa. Donc là, par exemple, vous voyez que régulièrement l'image change, et en fait, c'est parce que depuis ceci, on arrive à générer une image qui est beaucoup plus smooth, et donc donner un feeling un petit peu plus moderne à des jeux qui sont vieux. Et enfin, la troisième bibliothèque, qui est peut-être la plus intéressante, c'est Arch.js. Alors avant tout, il faut que je vous parle d'un projet qui s'appelle la LibRetro. La LibRetro est un projet qui vise à unir différents émulateurs C++ sous la même bannière. Et pour ce faire, il modifie ces émulateurs de façon à ce qu'ils utilisent une même interface publique. En fait, c'est un petit peu comme Vir.js, sauf que c'est pour le C++. Et l'un des travaux qu'ils ont fait a été de permettre de compiler leurs émulateurs via Emscripten. Emscripten, qui est un compilateur de C et C++ vers JavaScript. Notamment, enfin, qui peut également utiliser WASM, etc. Donc, Arch.js, ce qu'il permet de faire, c'est la translation en fait entre la LibRetro et Vir.js. Ce que ça signifie en pratique, c'est que n'importe quel émulateur C++ de la LibRetro, qui compile donc en JavaScript, fonctionne sans problème sur un navigateur grâce à Arch.js. Grâce à ça, j'ai pu faire fonctionner la NES, la Game Boy Advance, sans aucun problème, et avec des performances qui étaient supérieures à l'émulateur que j'avais codé à la base en JavaScript. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir accès à cette possibilité. Ce que vous voyez à l'écran, c'est tout le code qui est nécessaire, l'intégralité du code qui est nécessaire pour faire tourner un émulateur dans une page. Il n'y a rien de plus, vraiment, qui doit être fait. Vous instanciez les différents devices, donc un écran via WebGL, une input via keyboard, un timer qui utilise RequestAnimationFrame, l'audio, et vous instanciez donc votre engine qui, là en l'occurrence, c'est Visual Boy Advance. Vous le chargez, votre ROM, sous la forme d'un array buffer standard, qui est supporté par la majorité des environnements modernes, et ça tourne. Via toutes ces bibliothèques, j'ai fait la plateforme Start9.io, qui est construite au-dessus d'Arch.js. Elle vous permet de mettre en ligne vos jeux, de les archiver, les stocker sur la plateforme sur votre compte, de rejouer à ces jeux sans avoir à installer d'émulateur, et de sauvegarder votre progression au fur et à mesure du temps. Donc si à midi, vous vous dites « bon, je m'ennuie un petit peu, tiens, j'ai envie de me faire un Pokémon », vous chargez, vous ouvrez votre jeu Pokémon que vous aurez mis en ligne précédemment, et vous pourrez jouer et reprendre votre partie le soir quand vous êtes de retour chez vous et qu'il n'y a rien d'intéressant sur Netflix. Voilà, voilà. C'est la fin de la présentation. Alors... Merci.